représentant de Trajectoire Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Vice-Première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mesdames, Messieurs les députés, membres de la Commission, bonsoir, merci de nous recevoir. Je m'appelle Sarah Doyon, je suis directrice générale de Trajectoire Québec et je suis accompagnée aujourd'hui par Monsieur François Pépin, qui est administrateur au Conseil, qui a agi d'ailleurs à titre de président pendant 8 ans, en plus d'avoir fait carrière comme planificateur en transport à la STM. Avec moi aussi, Maître Axel Fournier, qui est secrétaire au conseil d'administration et avocat en droit municipal chez PFD Avocats. Donc, Trajectoire Québec, c'est qui ça? C'est une association qui fait la promotion des intérêts des Québécois en matière de transport collectif. Notre mission, c'est donc de contribuer au développement global des transports collectifs au Québec ainsi qu'à l'amélioration des services qui sont offerts aux usagers. Étant donné notre mission, vous allez comprendre qu'on va limiter nos commentaires, notre analyse des effets du projet de loi à ce qui concerne les transports collectifs, même si on comprend bien que ce projet de loi il a des implications qui sont beaucoup plus vastes. Nos interventions visent donc à faire du projet de loi 22 un véhicule législatif qui facilitera la concrétisation d'aménagements favorables au transport collectif. Donc, pour nous, la loi concernant l'expropriation, elle doit faciliter la densification, qui est une condition essentielle au développement d'infrastructures structurantes et donc d'une offre de transport collectif attrayante. De notre point de vue, l'actuel régime il est surtout avantageux pour les avocats, les évaluateurs, mais que très peu pour les citoyens et les contribuables. Donc, la réforme proposée, elle doit avant tout être guidée par le bien commun. C'est pourquoi aujourd'hui, on souhaite mettre de l'avant les éléments favorables à la mobilité durable qui sont contenus dans la réforme, en plus de proposer quelques améliorations au projet de loi pour maximiser l'éco-bénéfice du déploiement d'une offre de transport collectif qui répondent aux besoins des Québécoises et des Québécois. Vous le savez, la crise climatique s'intensifie. Le secteur des transports est responsable de 43% de nos émissions de GES. Si on veut permettre à la population de se défaire de la dépendance à l'automobile, il faut lui offrir des alternatives qui sont attrayantes. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'accélérer le déploiement massif d'infrastructures de transport en commun. Depuis plusieurs années, Trajectoire a identifié que l'actuel régime sur l'expropriation était un élément à réformer pour favoriser le développement du transport collectif. C'est pourquoi on accueille favorablement le projet de loi 22. Effectivement, c'est une réforme qui va permettre d'accélérer la construction d'infrastructures en plus d'en réduire les coûts. Donc, les usagers s'en trouveront avantagés puisqu'ils pourront bénéficier plus rapidement de plus d'infrastructures de transport en commun. On peut aussi estimer que cette offre bonifiée elle va convaincre un plus grand nombre de personnes de se tourner vers la mobilité collective plutôt que l'auto solo. Donc, au niveau des aspects positifs du projet de loi, on apprécie particulièrement que la réforme proposée elle change la détermination de l'indemnité à verser en remplaçant le concept de valeur au propriétaire par celui de valeur marchande, en plus d'établir clairement le type de préjudice, la durée de la compensation, les indemnités maximales pour ces préjudices. Ces éléments combinés ils vont contribuer certainement à la réduction des coûts d'acquisition liés au projet de transport en commun. Toujours sur la réduction des coûts, on est particulièrement satisfait des articles 87 et 99 qui encadrent l'indemnité versée, qui assure ainsi un équilibre entre le dédommagement à verser et le fait que les autorités ne devraient pas payer un prix qui soit trop élevé pour un immeuble nécessaire à l'usage public. Autant pour la réduction des délais que celle des coûts, une excellente initiative du projet de loi, c'est l'article 17 qui prévoit une contestation de l'expropriation par l'exproprié ne suspend pas le processus à moins que la Cour supérieure, sur demande de l'exproprié, n'en décide autrement. Toutefois, il faut rappeler que sous le régime actuel, il est arrivé que la Cour refuse de rejeter, au stade préliminaire, une demande pour contester le droit à l'expropriation dans le contexte du prolongement de la ligne bleue. Le tribunal a même conclu que l'expropriation pourrait être effectuée de mauvaise foi dans le cadre de ce projet. Donc, pour nous, ça nous semble aberrant et c'est pourquoi on recommande d'amender le second alinéa de l'article 17 afin de préciser que la Cour supérieure ne peut ordonner un sursis que si elle considère que l'exproprié présente, à première vue, les arguments convaincants à l'effet que l'expropriation soit illégale. On est aussi favorable aux articles 141 à 143 qui permettent à l'expropriant d'effectuer des travaux préliminaires, des analyses sur un bien qu'il peut exproprier. C'est une disposition qui va contribuer certainement à réduire les délais, en plus de mieux cerner les caractéristiques d'un site visé et donc de mieux planifier les interventions à y faire. Finalement, il nous semble que la loi, par ses nombreux bénéfices, devrait entrer en vigueur le plus tôt possible. Donc, on
propose d'éliminer ce délai de 6 mois prévu entre la sanction et l'entrée en vigueur pour éviter qu'un nombre important de contestations soit faites durant cette période dans le but de profiter des largesses du régime actuel. Maintenant, je vous emmène sur les propositions qu'on a faites pour maximiser l'éco-bénéfice de cette réforme. Donc, pour nous, le projet de refonte de la loi sur l'expropriation doit être vu comme une opportunité à saisir pour favoriser les aménagements axés sur le transport en commun ou ce qu'on appelle des TOD. En effet, le projet de loi, c'est un véhicule législatif qui est tout désigné pour favoriser la densification à proximité des services de transport collectif, qui permettrait aussi de contribuer à résoudre différentes problématiques criantes, que ce soit la hausse du coût de la vie, la pénurie de logement ou la crise climatique. On propose donc de permettre aux sociétés de transport d'exproprier pour d'autres motifs que spécifiquement des infrastructures de transport collectif. C'est souhaitable, par exemple, dans le contexte de construction d'une nouvelle infrastructure lourde de transport en commun, qu'une société de transport puisse, avec l'accord du ministre, exproprier à proximité des stations à venir afin de développer un quartier TOD. On pourrait d'ailleurs adjoindre à cette possibilité-là certains critères comme un seuil minimal de logements sociaux ou abordables pour contribuer à lutter contre la crise de l'habitation, d'autant plus qu'on le sait, l'arrivée de nouvelles infrastructures de transport en commun dans un secteur, ça a pour effet d'augmenter le coût de l'habitation, ce qui force les populations les plus vulnérables et donc souvent captives des transports collectifs à s'éloigner, à déménager plus loin dans des secteurs qui, eux, sont moins bien desservis. C'est vraiment une situation qu'on souhaite éviter, puis on doit trouver des mécanismes pour permettre aux gens les plus vulnérables, la clientèle captive, de demeurer eux aussi dans des secteurs bien desservis en transport en commun. C'est une question d'équité qui est primordiale pour nous. Donc, l'autorisation du ministre pourrait être conditionnelle à ce qu'une offre suffisante de logements sans but lucratif et abordable soit prévue dans les projets. Dans le même ordre d'idée, ce serait pertinent de profiter du projet de loi 22 pour modifier la loi sur les sociétés de transport en commun pour donner le droit aux OPTC de faire des ententes avec les promoteurs immobiliers. Dans l'article 86 de cette loi-là, elles ont déjà le droit de mener une activité commerciale connexe. Il serait pertinent de clarifier qu'il leur est permis de faire de l'exploitation et du développement immobilier, de faire des ententes avec des promoteurs à cette fin-là. Ça viendrait créer un autre outil pour favoriser la création de TOD, que ce soit en revalorisant les terrains résiduels ou les droits aériens au-dessus des édicules, par exemple, mais aussi les terrains adjacents. Il y a un objectif connexe à ces dernières propositions, c'est aussi de permettre aux OPTC ou à leurs filiales de générer des profits immobiliers qui pourraient être utilisés pour financer les services de transport collectif. Sachant l'impasse financière dans laquelle se trouve le secteur, toutes les avenues pour générer des profits devraient être envisagées. Je vais d'ailleurs laisser la parole à mon collègue François qui va vous présenter l'exemple de Hong Kong. Merci, Sarah. L'exemple le plus probant, c'est Hong Kong. Une spécificité bien connue de leur transport collectif. Les opérateurs se dotent de revenus annexes, notamment la publicité et surtout l'immobilier. C'est ainsi que beaucoup d'immeubles de la ville de Hong Kong ont été développés par Mass Transit Railway, car la société de métro finance le coût de création de nouvelles lignes de métro en ayant recours à l'immobilier. Pour cela, elle demande au gouvernement de lui accorder des mètres carrés à développer autour des stations, donc sur les terrains adjacents. C'est ainsi que l'opérateur de métro est arrivé à gérer plusieurs centres commerciaux et immeubles résidentiels. Selon les chiffres de la Banque nationale en 2014, à Montréal, seulement 1% des revenus du transport collectif provenaient de sources privées. En comparaison, la société de transport de la ville de Hong Kong touchait 40% de ses revenus grâce au privé et à ses revenus immobiliers et aussi la captation de la plus-value foncière qui a été adoptée il y a quelques années ici au Québec. D'autres cas se retrouvent à New York et Londres. Le prolongement de la ligne 7 du métro de New York à l'ouest de Manhattan est un bel exemple. La construction du tunnel va de pair avec celle du plus gros chantier immobilier en cours en Amérique, le Hudson Yards, qui sera construit juste au-dessus de la ligne. Ces promoteurs ont donné $1 milliard à la New York City Transit pour financer la ligne de métro. Autre exemple à Londres, où la Crossrail, nouvelle ligne de métro en construction, est aussi financée en partie par des promoteurs immobiliers, car effectivement, ils peuvent en tirer un profit intéressant à moyen et long terme. Sarah? Merci. Je vais conclure rapidement en disant que les enjeux de transport, de développement urbain, d'habitation, ça agit comme des vases communicants. Donc, profitons de l'outil législatif qui est le projet de loi 22 pour maximiser l'éco-bénéfice du développement des transports en commun
pour contribuer à répondre à d'autres problématiques de notre époque, la crise climatique, la crise de l'habitation, le financement de la mobilité, et tout ça dans une perspective d'équité. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. J'invite maintenant Mme la ministre à débuter la période de questions. Oui. L'échange. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tout le monde d'être ici avec nous par la visioconférence. Très intéressant, toujours. Comment je pourrais dire? J'ai pas été étonnée en lisant votre mémoire où il n'y a rien qui m'a subjuguée. Là. Je pense que c'est ce que vous nous présentez, puis la présentation verbale que vous venez de faire, ce que vous nous aviez soumis comme recommandation et tout ça, va dans le sens de ce qu'on connaît de vous, va dans le sens aussi de dire faisons ce qu'on peut pour accélérer puis propulser nos projets, le développement de nos projets d'infrastructure, la livraison de nos projets d'infrastructure aussi. Puis ça, c'est une préoccupation qui nous anime tous, là, en tout cas presque tous, à date, les gens qui sont venus puis les gens autour de la table. Peut-être sur justement la livraison des projets. En fait, allons-y tout de suite avec la question du développement immobilier parce que j'imagine que vous savez que la STM a dit un peu la même chose que ce que vous venez de nous dire. Et moi, comme je leur ai dit tout à l'heure, c'est sûr que le financement du transport collectif puis tout le potentiel de nouvelles sources de revenus qu'on peut avoir pour financer notre transport collectif, c'est une question à part. Donc là, est-ce que c'est quelque chose qui devrait aller dans le projet de loi? Il faut voir parce que ça déborde la question de l'expropriation à l'évidence. Ce n'est pas juste une question de pouvoir exproprier pour faire des projets immobiliers. C'est plus complexe, mais quand même, la question est tellement intéressante qu'on va l'aborder. Je ne sais pas, vous, comment vous voyez ça, parce que, évidemment, si on fait... Puis là, il faut nuancer aussi le développement, des projets de développement résidentiel ou autres, des redevances. Les redevances, c'est déjà quelque chose qui existe, déjà quelque chose qui existe avec le REM, quelque chose qu'on a concédé aussi pour la ligne bleue. Mais pour des projets de développement, puis vraiment, la réflexion est ouverte. Là, c'est une discussion qu'on a très ouvertement. Vous faites partie des nombreuses personnes que j'ai rencontrées dans ma tournée sur le financement du transport collectif, tout comme la STM d'ailleurs. Puis la question des sources de revenus revient de manière récurrente parce qu'on manque tous d'argent puis tout coûte plus cher. Et donc, comment, puis je leur ai posé la question tout à l'heure, comment est-ce que vous voyez le partage de risques? Et dans un contexte comme celui-là, si une société de transport devient le partenaire d'un promoteur privé pour faire un projet de développement, c'est quand même des projets qui coûtent cher, qui sont complexes, qui sont à risque, qui peuvent amener des délais, qui peuvent amener soit qu'ils peuvent connaître leurs propres délais ou leurs propres embûches à même le projet, ou qui peuvent en générer pour le projet de transport collectif dont ils sont, qu'ils jouxtent, si on veut, d'une certaine façon. Bref, tout ça peut amener des incidences financières importantes et des délais. Alors, je ne sais pas, vous, si vous avez poussé la réflexion jusque-là, comment est-ce qu'on gère ce risque-là? Qui devrait l'assumer dans la mesure où on donnerait un tel pouvoir, par exemple, à une société de transport, comme la STM? Antoine, tu as l'air d'être prêt à te lancer, alors je te laisserai répondre. Oui, je vais. Écoutez, les sociétés de transport, de toute façon, déjà gèrent des projets où il y a des risques, effectivement, financiers importants. Donc, à ce niveau-là, ils ont une partie de l'expertise qui est requise pour faire ça. En même temps, je vous dirais, la plupart devraient normalement se faire en partenariat avec le privé. Donc, à ce moment-là, il y a un partage de risques entre le partenaire ou les partenaires privés et la société de transport. Et il faut dire que dans le monde de l'immobilier, c'est un peu pour ça aussi que la Caisse de dépôt s'est lancée dans les infrastructures. C'est quand même un domaine où les espérances de gains sont quand même relativement stables ou sinon croissantes. Donc, de ce côté-là, le risque est quand même minimum. De l'autre côté, il faut séparer les deux. Effectivement, vous avez raison. Il ne faut pas que le projet immobilier vienne retarder le projet de transport collectif. Donc, le transport collectif, il faut faire une station, on fait la station en premier et on pourra par la suite développer. Je donne des exemples où la STM avec Transgesco voulait développer, entre autres, au-dessus de la station de l'île Sainte-Hélène. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi d'autres cas patents où il y a des stations, même au centre-ville, comme la station Saint-Laurent, où il y a zéro développement immobilier actuellement. Parce qu'il faut dire que sur le réseau de métro actuel, les droits aériens appartiennent à la ville et la STM comme telle possède à peu près
1 mètre ou 2 mètres au plus autour des édicules. Donc, la possibilité de développement actuellement, elle est nulle et n'assure 0 revenu à la société de transport. Donc, c'est effectivement là, d'améliorer cette situation-là pour quand même avoir au moins l'opportunité, pour des projets rentables, d'augmenter leurs revenus. Oui. Avez-vous terminé? Oui, Oui, OK. Oui, parfait. Oui, bien, c'est ça, vous avez raison. Puis il faut, puis comme vous l'avez dit si bien, là, il ne faut pas qu'un projet de développement retarde le projet de transport collectif. Mon souci derrière ça, c'est que, comme vous savez, les montages financiers pour les projets de transport collectif sont souvent répartis selon des formules qui peuvent varier sensiblement, là, mais généralement, le gouvernement du Québec est le principal partenaire financier. Donc, c'est sûr que si un projet immobilier est géré par une société de transport, même si c'est en partenariat avec le privé, que ça amène des contre-coups, que ça amène des retards dans le projet de transport comme tel, il y a un risque assez élevé qu'ultimement, ce soit le gouvernement qui doive assumer ou éponger une bonne partie de ces factures-là. Donc, c'est un peu le souci qu'on a derrière ça, de voir de quelle façon est-ce qu'on peut faire ça de la manière la plus rentable et la moins risquée pour tout le monde, notamment pour le principal partenaire financier de l'ensemble de ces projets-là. Et comme vous êtes bien placé pour le savoir, ça coûte cher. C'est justement parce que ça coûte si cher qu'on a fait ce projet de loi-là. Donc, peut-être sur un autre point, puis ça, je vais être très intéressée à vous entendre. Il y a eu, puis ça a été nommé là, par divers groupes, par des gens autour de la table, il y a un certain discours à l'effet que le fait de modifier la loi pourrait freiner ou pourrait, disons, attiédir l'ardeur de certains développeurs de projets sur un territoire donné parce que ça devient moins attrayant, parce qu'on vient encadrer des choses qui actuellement ne le sont pas, puis que vraisemblablement certaines personnes pourraient toucher moins d'argent que ce qu'ils toucheraient actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Parce qu'on a des grands besoins, pas juste en transport collectif, mais en logement, en école, en CPE, etc., en parc, en milieu vert, en milieu de vie, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez des gens qui portent ce souci-là? Je vais laisser mon avocat répondre à cette question-là. Je l'ai vu sourire, je pense que c'est bon. J'ai une réponse quand même assez simple. Il n'y a personne au Québec qui achète un terrain dans le but de se faire exproprier. Puis si quelqu'un achète un terrain dans le but de se faire exproprier, c'est qu'il y a un problème avec la loi actuelle parce que le but d'un promoteur immobilier, c'est de réaliser son projet. Donc, les promoteurs achètent des terrains pour réaliser un projet. Puis si un promoteur est exproprié à la juste valeur marchande, il ne perd pas d'argent. Il acquiert un bien et à la juste valeur marchande, il est exproprié. Probablement même que, comme le marché a tendance à monter, il va réaliser un profit. Mais c'est un profit qui est basé sur la juste valeur marchande et non pas un profit qui est exagéré. Excusez, je cherche votre recommandation sur l'entrée en vigueur parce que... De mémoire, c'est la Ouais, recommandation numéro 4. Je veux juste être sûre d'avoir la bonne... C'est ça, exactement, de modifier l'entrée en vigueur éliminer le délai de 6 mois, c'est ça. Donc, vous, ce que vous voudriez, c'est la même chose à peu près que les autres, j'imagine, c'est l'entrée en vigueur immédiate de la loi? Dès la sanction, effectivement. Puis sur la rétroactivité, qui a souvent été amenée aussi par plusieurs groupes, avez-vous une opinion? Ou... Parce que dans le fond, mettons l'entrée en vigueur immédiate, mais qui s'appliquerait, j'imagine, à toutes les causes pendantes. Puis, par exemple, juste avant vous, on avait la Ville de Laval qui dit on voudrait que ça s'applique aussi au règlement déjà adopté avant la sanction de la loi. Donc, ça va quand même assez loin. Il y a eu diverses nuances sur le même... variations sur le même thème. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à la question. On n'a pas réfléchi à la rétroaction, mais je sens qu'Axel est capable de réfléchir sur le champ. Je peux me risquer. C'est-à-dire que je pense que de la rétroactivité en matière de procédure, ça ne pose pas grand problème juridique. Donc, si c'est, par exemple, si on prend l'article qui permet de trancher des questions de manière préliminaire, donc qui est un article de procédure, je pense qu'il n'y a personne qui s'opposerait à ce que des dispositions de procédure soient rétroactives, ou du moins d'application immédiate. C'est-à-dire que si la procédure est faite après l'entrée en vigueur de la loi, on peut utiliser la règle procédurale pour la loi. Si on parle de l'indemnité de rentrer sur une question de rétroactivité, je pense qu'il y a plus de gens qui vont grincer des dents. Là.
Oui, oui, OK. C'est peut-être le son. Des fois, j'ai l'impression que vous n'avez pas fini votre phrase, puis vous l'avez terminée. Peut-être une dernière question, puis je vais céder la parole à mon collègue de Masson qui avait aussi des questions pour vous. Puis c'est un peu... En fait, non, c'est pas philosophique, mais juste de façon générale, parce qu'on a entendu toutes sortes de choses aussi aujourd'hui, puis la notion d'équilibre, pour nous, est très importante. Je pense pour tout le monde ici, l'équilibre entre l'expropriant et l'exproprié, entre la juste valeur puis la valeur marchande que nous, on vient d'introduire, l'équilibre dans les indemnités, dans les calculs, dans justement les délais, tu sais, trouver l'équilibre où on va être capable d'aller plus vite, de payer moins cher, de ne pas tomber dans des choses démesurées. Là, j'ai employé le terme démesure avec un précédent groupe. Puis je pense que des fois, c'est carrément ça. Là, on a entendu des chiffres mirobolants, des écarts d'évaluation mirobolants. Mais il faut aussi protéger les expropriés, tu sais, puis pas seulement les grands groupes, là, les plus petits aussi et tout ça. Donc, vous, pour ce que vous en savez, qui êtes là-dedans là, au quotidien et tout ça, trouvez-vous que ce projet de loi-là atteint cet équilibre-là? Et sinon, quelles seraient, selon vous, les nuances à y apporter? Je peux peut-être commencer, puis messieurs, vous compléterez, mais je pense qu'effectivement, le projet de loi il vient atteindre un bon équilibre entre l'indemnisation à offrir à un promoteur ou à n'importe quel exproprié et le bien commun. Finalement, on exproprie en transport collectif pour des projets qui sont utiles pour le bien commun. Donc, il y a un équilibre qui vient de trouver là. Par contre, et on l'a mentionné dans le mémoire, il y a des gens qui sont plus vulnérables face à l'expropriation. C'est pas nécessairement les clientèles qu'on défend, c'est pas notre mission directe. Donc, on n'a pas de recommandations clairement formulées, par exemple, pour un locataire qui est dans son logement depuis plusieurs années puis qui paie un loyer qui est très, très abordable dans le contexte actuel, qui se verrait exproprié. Quel genre de mécanisme on doit mettre en place pour s'assurer que ces gens-là ne perdent pas au change? On parle d'assurer une offre de logements abordables, logements sociaux à proximité des infrastructures qu'on va construire. Ça ne se construit pas comme ça. Il va y avoir un délai entre l'expropriation et la construction de ce logement-là. Donc, il faut quand même penser à un mécanisme pour compenser la période de temps entre les deux. Mais est-ce que ces personnes-là ne pourraient pas être les premiers sur les listes pour les logements abordables qui sont construits où ils habitaient avant? Ça peut être le genre de mécanisme auquel on pourrait penser. Je ne sais pas si Axel et François veulent compléter sur d'autres aspects de l'équilibre, là. Pour moi, un des articles qui donne un bon exemple d'équilibre, c'est l'article 87 du projet de loi sur l'usage le meilleur et le plus profitable, lorsqu'on dit c'est un usage qui est possible dans les 3 ans qui suivent l'expropriation. Ça, je trouve que c'est un équilibre qui est bien cerné. C'est-à-dire qu'on permet quand même une certaine anticipation parce que, bon, un usage peut prendre du temps pour se réaliser, mais la limite de 3 ans, ça évite qu'on ait une valeur purement spéculative sur des faits qui vont se réaliser dans un espace tellement long qu'en bout de ligne, il devient impossible de le prévoir. Oui, merci beaucoup. Je vais céder la parole à mon collègue de Masson. Merci beaucoup à vous trois. Merci, Madame la ministre, Monsieur le député de Masson. Merci, Monsieur le Président, Madame Doyon, Monsieur Fournier, Monsieur Pépin. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, moi, je ne suis pas juriste, là, puis j'ai regardé un peu la proposition que vous faites à votre recommandation numéro 1 pour de faire un amendement à l'article 17 en modifiant le 2e alinéa. Là, j'essayais de voir un peu plus de détails, même en lisant votre texte. J'avais un petit peu plus de difficulté de compréhension, là, simplement parce que je vous ai dit que je n'étais pas juriste. Mais bref, vous mentionnez que dans le second alinéa de l'article 17, vous voulez que le juge, dans le fond, à la Cour supérieure, là, il ne peut pas ordonner de sursis que s'il considère que l'exproprié présente à première vue les arguments convaincants à l'effet que l'expropriation est illégale. Et là, vous avez des explications, mais peut-être vous pourriez en donner davantage spécifiquement sur ce point-là qui me permettrait d'avoir une meilleure compréhension, là, parce que j'ai l'impression, là, en fait, j'aimerais avoir plus de détails sur votre proposition, s'il vous plaît. Ouais, je peux me lancer. L'idée derrière la proposition, c'est d'encadrer la discrétion d'un juge. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de critères. C'est simplement le juge peut décider de lever le sursis, d'imposer un sursis. Et le danger, si on n'encadre pas un critère, c'est que ça peut être interprété d'une façon qui n'est pas nécessairement celle souhaitée par le législateur. Donc, l'idée de la proposition de l'amendement, puis bon, les mots pourraient être modifiés là, si ce n'est pas suffisamment clair, mais l'idée, c'est d'encadrer la discrétion pour que l'exproprié doit faire une preuve à l'effet qu'il y a une illégalité. Là.
Maintenant, cette preuve-là n'a pas besoin d'être une preuve qui est finale parce que, évidemment, c'est à l'issue de l'audience sur la contestation du droit à l'expropriation que ça va se faire, mais ça prend au moins à première vue un argument qui est suffisamment sérieux, suffisamment convaincant pour faire en sorte qu'on suspend un processus. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive si on suspend le processus pour pas grand-chose? C'est que la valeur, l'expropriation, on va calculer l'indemnité au moment où il y a prise de possession. Donc, si on retarde le processus, on retarde la prise de possession et à ce moment-là, on augmente le coût des expropriations. Donc, c'est vraiment important de resserrer le critère pour s'assurer qu'il y a uniquement les cas où il y a un vrai enjeu d'illégalité et non pas simplement une possibilité qu'on soit de mauvaise foi parce qu'on exproprie une ligne de métro. C'est ce qui arrive quand le critère est mal encadré. Puis là, vous parlez de mauvaise foi. Puis tout à l'heure, dans l'exposé que vous avez fait, Mme Doyon, vous avez fait l'exemple de la ligne bleue, justement, en parlant de l'article 17. Est-ce que vous voulez approfondir l'exemple, justement, en lien avec ce que M. Fournier vient de mentionner? Je vais le laisser approfondir parce que moi aussi, je me fie à mon juriste dans le cas de mémoire. Peut-être pour vous expliquer le contexte de la décision, c'est qu'il y a un exproprié qui a contesté le droit à l'expropriation dans le cadre de ligne bleue en disant peut-être que l'AMT est de mauvaise foi en expropriant pour faire la ligne bleue. Et en ce moment, là, pour avoir une irrecevabilité, il faut qu'on prouve que même en considérant les allégations comme étant vraies, la personne qui conteste sa contestation est vouée à l'échec. Ça, c'est le critère en ce moment dans le code de procédure civile pour faire rejeter sur une base préliminaire un recours. Et le tribunal a dit, il y a une possibilité que l'AMT, à l'époque, soit de mauvaise foi dans l'expropriation. Il y a une possibilité que... Ça, c'est le problème dans la loi actuelle, mais ça va être le même problème si on n'encadre pas le critère à l'article 17. C'est qu'un juge peut dire, mais il y a une possibilité, donc je suspends. Merci beaucoup. Ceci met fin à l'échange avec la partie gouvernementale. Je cède maintenant la parole à l'opposition officielle, au porte-parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Doyon, Monsieur Pépin, Maître Fournier. Ça me fait plaisir de vous revoir. Merci également pour votre mémoire et le témoignage que vous rendez en commission aujourd'hui. C'est tout à fait éclairant. Quelques questions pour vous. Dans votre mémoire, vous invitez finalement le législateur à mettre de l'avant une disposition qui viendrait établir les paramètres pour l'arrêt transport en commun de la région de Toronto contre Dell Holdings. Pouvez-vous nous expliquer davantage pourquoi cette décision-là de la Cour suprême peut poser des problèmes? Je peux me lancer. L'idée, c'est que la décision de Dell Holdings, c'est à l'époque la Ville de Toronto, la Régie des transports en commun de Toronto qui voulait exproprier dans le cadre du GO Train, le train de banlieue à Toronto. Et là, il y avait un délai dans le moment où est-ce qu'on place la station. Et la Cour suprême a considéré que c'était un dommage possible dans le cadre d'une expropriation que d'avoir des dommages pour quelque chose qui s'est produit avant l'expropriation, mais qui cause un préjudice à l'exproprié, qui est relié quand même à l'expropriation. Le problème que ça cause, une disposition comme ça, c'est que l'exproprié peut se ramasser à être indemnisé parce qu'il est exproprié, mais pour quelque chose qui a eu lieu avant l'expropriation et pour lequel il ne pourrait pas recevoir d'indemnité s'il n'y avait pas d'expropriation. Je vous donne un exemple, c'est qu'un exproprié pourrait en ce moment invoquer des faits avant l'expropriation, des faits qui sont survenus peut-être 3 ans avant, qui seraient prescrits au sens du Code civil. Mais comme c'est une expropriation, il peut en ce moment se servir de l'arrêt Dell Holdings puis d'essayer de revenir dans le temps puis d'obtenir une indemnité qui est gonflée. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc l'article 102 vient mettre fin à la règle de Dell Holdings en interdisant les dommages pour des faits survenus avant l'expropriation. Par ailleurs, ça c'est important de le mentionner, si l'autorité expropriante a commis une faute,
il a causé un dommage avant l'expropriation, il y a encore un recours qui peut exister en vertu du droit commun du Code civil. Donc, l'idée n'est pas de priver un exproprié d'un droit si le droit existe, c'est d'éviter que le fait d'exproprier donne plus de droits pour un dommage qui est survenu avant l'expropriation. C'est ça que le législateur veut éviter. C'est pour ça qu'on appuie l'idée là, de venir retirer finalement le principe de l'arrêt des holdings. Parfait. C'est ça. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un peu plus tôt, aujourd'hui, la Société de transport de Montréal est venue nous parler, est venue témoigner en commission. Ils souhaitent obtenir finalement la possibilité d'exproprier sans obtenir une autorisation préalable du gouvernement, parce qu'il y a certaines sociétés de transport qui doivent obtenir une autorisation du gouvernement avant de se lancer dans un processus d'expropriation. Ce n'est pas, je crois, le cas de la RTM, mais pour d'autres sociétés de transport, oui. Est-ce que, bon, évidemment, la STM le demande pour eux, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être accordé à toutes les sociétés de transport? Est-ce que vous y voyez un avantage? Effectivement, on constate que c'est quelque chose qui pourrait être accordé à l'ensemble des sociétés de transport, surtout puisque le gouvernement, finalement, en approuvant les projets de transport en commun, vient quand même donner son accord ou non à un projet. S'il finance le prolongement d'une ligne de métro, bien, nécessairement, le gouvernement comprend qu'il y aura des expropriations relatives à cette ligne de métro. Donc, ça pourrait être effectivement quelque chose qui est accordé à l'ensemble des sociétés de transport. Je ne sais pas si Axel ou François, vous voulez compléter. Peut-être clarifier un point sur le cas de la RTM et d'Exo. C'est qu'en ce moment, la RTM et Exo, c'est pire que les sociétés de transport, en ce sens où ils ne peuvent même pas exproprier eux-mêmes. L'expropriation doit être faite par le ministère pour la RTM et Exo. Ça vient rajouter une couche encore plus d'approbation, parce que l'organisme doit déterminer s'il veut exproprier. Bon, il faut quand même qu'il y ait l'autorisation du gouvernement, mais c'est le ministère qui fait l'expropriation, ça ne peut pas être l'organisme lui-même. Donc, ils ont encore moins de pouvoir, finalement, que les sociétés de transport. Je vous comprends bien, puis c'est intéressant. Je vous remercie. La STM ne peut pas exproprier toute seule. Il faut qu'elle demande l'autorisation. La RTM ne peut pas exproprier, point à la ligne. Alors, on parle d'expropriation, là, puis on parle de transport collectif avec votre expertise qu'on reconnaît. Est-ce que la loi vient régler ce problème-là ou s'il faudra ajouter des dispositions dans la loi pour régler ça une fois pour toutes? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, parce que je veux dire, le législateur, quand il adopte des lois, il ne parle pas pour rien dire, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Présomption à cet effet-là. Donc, pourquoi il n'a pas donné d'autorisation directement à la RTM, à Exo? Est-ce qu'il craint quelque chose? D'autant plus que, comme vous l'avez dit, s'il finance un projet, c'est probablement parce qu'il est d'accord avec le projet s'il l'a financé. Donc, j'essaie de comprendre puis comment on pourrait régler ou améliorer cette situation-là parce que je comprends également que plus il y a de délais, bien, plus ça peut coûter cher à une société de transport pour réaliser un projet. Ben, la question de savoir pourquoi, à l'époque du projet de loi 76, ça n'a pas été accordé à Exo ou à la RTM, honnêtement, je ne le sais pas. Par contre, disons qu'aujourd'hui, avec le recul, on pense que ça devrait, le projet de loi actuel devrait être modifié pour inclure cette possibilité. Par ailleurs, ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il y a actuellement une obligation pour les sociétés de transport, lorsqu'elles exproprient, d'avoir l'autorisation quand même de la municipalité qui adopte le budget. Donc, il y a quand même un encadrement qui est fait au niveau municipal. Et à l'article 4 du projet de loi, il est prévu que lorsqu'une municipalité exproprie, l'autorisation ministérielle n'est pas nécessaire. Donc, c'est un peu paradoxal qu'une expropriation faite par la STM ou la Société de transport de Québec ou n'importe quelle autre société de transport nécessite l'approbation de la municipalité. Si la municipalité avait exproprié, l'autorisation ministérielle ne serait pas du gouvernement ne serait pas nécessaire, mais l'autorisation devient nécessaire parce que ce n'est pas directement la municipalité, même si elle l'a autorisé. C'est un peu paradoxal. Donc, il y aurait peut-être lieu avec le projet de loi éventuellement, parce qu'on parle d'expropriation ici, de régler cette façon de procéder qui semble être parfois peut-être un peu lourde administrativement ou qui va engendrer des délais. Êtes-vous d'accord avec moi?
Tout à fait. C'est un peu une procédure qui rallonge les délais puis qui ajoute de la complexité là où on cherche à simplifier. Parfait. Question un peu plus procédurale avec des règles de preuve. Dans le projet de loi, le TAC a un rôle, la Cour supérieure a un rôle également à jouer, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes règles de procédure et de preuve qui sont utilisées devant la Cour supérieure et devant le TAC. Pour les fins d'expropriation, si on veut être efficace, est-ce qu'il y aurait lieu d'harmoniser ces règles? Mais, disons, si on exclut la question de l'expropriation déguisée, là, pour laquelle dont on n'a pas traité dans le mémoire, c'est que la Cour supérieure va intervenir uniquement sur le contrôle du droit à l'exproprier, alors que le TAC va uniquement se pencher sur le montant de l'indemnité. Donc, en dehors du cas d'expropriation déguisée, il n'y a pas de question de chevauchement. Là. Il y a deux compétences distinctes sur deux éléments, donc il n'y a pas lieu d'harmoniser ces règles-là. Après, la question de l'expropriation déguisée, on n'y touche pas dans notre mémoire parce que c'est un peu plus loin là, de la situation des usagers du transport collectif. On comprend. Maintenant, M. Burrell nous suggérait un peu plus tôt ce matin pour éviter une perte de temps, une perte de temps dans le processus judiciaire, puis on sait que le processus judiciaire, on veut qu'il soit efficace, qu'il y ait un protocole d'instance devant le TAC, ce qui ne semble pas être le cas maintenant. Dans votre pratique, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait améliorer et réduire les délais? Oui. Dans ma pratique, je vous dirais, le TAC quand même surveille les dossiers. Là, on a des conférences régulièrement avec les juges qui s'assurent que les dossiers progressent. Là. Donc, il y a quand même cette notion-là. Les dossiers, même si dans la loi, il n'y a pas d'encadrement, il se passe quand même un encadrement dans les faits par le tribunal. Après, que ça prenne la forme d'un protocole de l'instance ou que ça soit plutôt par un encadrement judiciaire, ça, c'est une question que je laisse en suspens aux législateurs. Parfait, je vous remercie. Maintenant, pour terminer, parce que dans votre mémoire, vous l'avez mentionné, vous parlez du modèle de Hong Kong, du développement immobilier. Madame la ministre a fait allusion à ça. Pouvez-vous nous en parler davantage? La STM a déjà une société là, qui gère des immeubles. Maintenant, est-ce que vous souhaitez que ça soit étendu à l'ensemble des sociétés de transport, à certaines sociétés de transport? Quels sont les meilleurs moyens pour que ça devienne réalisable, qu'on puisse attirer des promoteurs, puis quelle place, évidemment, il faudrait faire au logement abordable ou social, parce qu'on vit, évidemment, une crise du logement également. Écoutez, ça pourrait être étendu à l'ensemble des sociétés de transport, EXO et la RTM, parce qu'il n'y a pas juste les infrastructures métro ou train, il y a effectivement aussi les terminus de bus, il y a plusieurs équipements associés connexes au transport collectif. Et de ce côté-là, effectivement, ça permettrait à toutes les sociétés de transport d'avoir du développement immobilier dépendant des besoins des quartiers ou des municipalités. Là, c'est sûr de voir quelles opportunités ça pourrait leur offrir. Voilà. Fait. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous cédons maintenant la parole à la deuxième opposition, en l'occurrence à Monsieur le député de Tachereau pour environ 5 minutes. Parfait. Merci, Monsieur le Président, Madame Doyon, Monsieur Pépin, Maître Fournier. Merci pour votre contribution, votre présence en cette heure tardive. J'irai d'abord sur ce que vous demandez, ce que vous proposez, en fait, d'ajouter au projet de loi, notamment de permettre aux OPTC d'exproprier pour autre chose que des infrastructures de transport à proprement dit, puis aussi permettre des ententes avec les promoteurs. Puis ça me faisait réaliser, vous avez parlé notamment de droit aérien, puis je m'imagine très, très bien que la négociation, ou en tout cas prévoir une construction au-dessus d'une station, d'un édicule, par exemple, vaut mieux le faire en amont plutôt que d'espérer ou d'imaginer que peut-être, éventuellement, il y aura quelque chose au-dessus de cet édicule-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de décision qu'on prépare nécessairement en amont. Est-ce que, selon vous, actuellement, avec le projet de loi 22, on risque de manquer des opportunités de bien arrimer
le développement urbain et développer les transports collectifs structurants principalement. Bien, effectivement, c'est pourquoi on a fait ces deux recommandations-là. Évidemment, le projet de loi, il vient améliorer plusieurs choses pour le développement du transport collectif, mais si on veut vraiment maximiser les retombées de ce projet de loi-là, on peut aussi y adjoindre d'autres dispositions pour favoriser le développement de quartiers-tas, maximiser le développement à proximité des stations de transport collectif, qu'on parle du métro de Montréal ou qu'on parle du tramway à Québec ou de tout autre projet qui n'est pas encore en réalisation. Ce serait le bon moment pour finalement travailler sur l'ensemble du développement urbain puis assurer des retombées positives pour l'ensemble de la société, pas juste les usagers du transport collectif qui ont une nouvelle infrastructure, mais aussi s'assurer qu'il y a des nouvelles personnes qui puissent en bénéficier, qui puissent profiter du développement à proximité. Puis actuellement, ben c'est compliqué. L'exemple de la station Saint-Laurent a été nommé en plein cœur du centre-ville. C'est en plein milieu d'un champ de garnottes à peu près. Excusez-moi l'expression. Il n'y a rien au-dessus. Mais si on prévoit tout de suite des dispositions dans la loi, on pourrait éviter que ce genre de choses-là se reproduisent. Il faudrait évidemment prévoir que la station devient partie d'un bâtiment. On ne les construit pas de la même manière. Donc, effectivement, il faut mettre ça dès maintenant dans le projet de loi pour s'assurer de ne pas manquer d'opportunités. Je ne sais pas si François ou Axel, vous voulez compléter. Bien, très rapidement, c'est effectivement possible de construire au-dessus d'une station de métro. C'est pour ça que le réseau original, on parlait d'édicules temporaires à l'époque, parce qu'au niveau du tunnel et de la station comme telle en dessous, il n'y a aucun problème. Et aussi pour les raccordements de différents tunnels, comme le réseau souterrain de Montréal, il y a toujours des ouvertures qu'on appelle des tympans qui sont prévus à l'origine, mais effectivement, c'est le genre de travaux de raccordement qui peuvent se faire relativement facilement. En train de dire que, dans le fond, si on veut agir en bon gestionnaire de l'argent public, en fait, si on veut maximiser les retombées positives, même les retombées positives mais économiques aussi de l'argent gouvernemental investi dans le transport collectif, il faudrait vraiment aller vers des dispositions telles que permettre de négocier avec les promoteurs, d'avoir des ententes avec des promoteurs ou encore de donner le droit aux OPTC d'exproprier pour autre chose que des infrastructures. Évidemment, ça a des retombées positives aussi sur la question du financement du transport collectif. Est-ce que vous considérez que c'est un sujet qui est comme à part ou si on doit profiter du PL22 pour justement l'intégrer puis que ça fasse partie, même si c'est une discussion qui se fait en parallèle dans une consultation puis que c'est maintenu par ailleurs par la ministre des Transports, est-ce qu'on a là une opportunité qu'on doit absolument saisir? Tout à fait. C'est vrai que le financement de la mobilité puis l'expropriation, c'est deux dossiers distincts, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interrelation entre les deux puis qu'il n'y a pas d'usagers comme des vases communicants. En fait, il y a des leviers qu'on peut utiliser dans le projet de loi 22 qui vont faciliter notre vie quand on va se poser des questions sur le financement de la mobilité qui permettrait d'aller chercher des nouvelles sources de financement. Donc, effectivement, le projet de loi 22, c'est comme ça qu'on l'a vu de notre côté. C'est vraiment de l'utiliser comme un véhicule législatif qui doit permettre finalement de favoriser le développement du transport collectif. Favoriser le développement du transport collectif, c'est oui, réduire les coûts, mais c'est aussi trouver des nouvelles sources de financement. Parfait. Bien, écoutez, en ce qui me concerne, j'ai terminé mes questions, mais je vous remercie pour votre contribution encore une fois. Puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Monsieur le député, merci pour votre contribution aux travaux. Et la commission ajourne ses travaux au mercredi 20 septembre 2023 après les avis touchant les travaux des commissions où elle poursuivra son mandat.